Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous. Alors cette discussion se fera en français. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Alors, le sujet de cette discussion, qui va durer à peu près 1 heure, c'est musique, les artistes au cœur du changement. Donc, moi, je m'appelle Clémence Meunier, je suis journaliste musicale et j'ai cofondé une association qui s'appelle Music Declares Emergency et je vais présenter le tout premier panel d'une demi-heure. Le second panel sera présenté par mon camarade Benjamin Hainaut de Music for Planet. Alors, Music Declares Emergency, Music for Planet, à part un petit goût commun pour les anglicismes, vous comprenez bien qu'on est à peu près sur le même champ d'action, la musique. Mais on ne vient pas du même endroit. C'est-à-dire que Music Declares Emergency vient beaucoup d'artistes qui se sont rendus compte que leur militantisme, leur conviction, il ne fallait pas qu'elle s'arrête à la porte du studio ou à l'entrée des salles de concert. Qu'il fallait appliquer leur engagement à la musique. Music for Planet, c'est l'inverse. C'est des gens qui viennent de l'écologie, qui se sont rendus compte du pouvoir c'était une table, du pouvoir d'inspiration de la musique et aussi du besoin de la changer, de changer nos pratiques. Parce que comme n'importe quelle industrie, la musique a un impact, ça c'est sûr, en termes d'énergie, en termes de consommation, etc. Mais surtout en termes de déplacement des publics. Parce qu'il faut bien garder en tête qu'un festival, son plus gros impact en termes de gaz à effet de serre, c'est la manière dont les gens se rendent à ce festival. On parle de plus de la moitié de l'impact en termes de gaz à effet de serre. Du coup, quand on dit qu'il faut changer les pratiques de la musique, il y a des choses qui sont mises en place, bien sûr. Il va y avoir des artistes qui refusent d'avoir des bouteilles en plastique dans leur loge. Il va y avoir certains qui vont essayer de faire un merchandising plus éco-responsable, etc. Mais c'est super, c'est certainement pas assez. Et puis surtout, est-ce que finalement c'est le plus important ? Puisque le plus important, c'est vous, c'est les gens qui se rendent au festival et c'est leur comportement une fois qu'ils sont au concert. Du coup, qu'est-ce qui est important ? C'est le pouvoir de sensibilisation qu'a la musique et qu'ont les artistes, le pouvoir de changement de société. Bon, dit comme ça fait un petit peu naïf, utopique, genre la musique va changer le monde et tout, mais ça s'est vu dans l'histoire, ce genre de choses. Pendant la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, les chansons de Bob Dylan ont eu un impact sociétal. Pendant pendant la politique de Margaret Thatcher, les rave parties ont eu un impact sociétal. Les mouvements de type USA for Africa avec We Are the World, ce genre de choses, c'était peut-être la première fois que des gens dans leur canapé se sont dit « Oula, il y a un problème en Éthiopie, il faudrait peut-être que je fasse un don, que je fasse quelque chose ». Du coup, voilà, les artistes et la musique et l'art en général a un vrai pouvoir de changement de société. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et nos deux associations, Music for Planet et MDE, Music Declares Emergency, travaillent sur ces sujets-là, en plus de changer l'industrie en elle-même et ses pratiques. Donc on travaille sur plusieurs projets ensemble, notamment on va adapter la fresque du climat à la musique spécifiquement et au concert. Et du coup, je suis absolument ravie de partager ce panel avec cette association sœur. Du coup, musique, artistes au cœur du changement, forcément, on va parler avec des artistes, tant qu'à faire. Le deuxième panel, on invitera des professionnels de la musique, à savoir le directeur de l'Opéra national de Bordeaux, la responsable du développement durable de Wheel of Green, ou une personne qui a monté un sound system qui est alimenté à l'énergie solaire pour faire la fête en faisant un peu de vélo en même temps, histoire de créer de l'électricité. Vous allez voir, c'est assez marrant. Mais avant ça, on va parler avec des artistes. Et ces artistes, j'en ai deux qui me font le plaisir d'être là avec moi aujourd'hui. Du coup, venez, messieurs. Nous avons Fra. Tiens, c'est Azéo. Donc j'ai la chance aujourd'hui, je mue, d'être avec Fra du groupe Chaka Ponk. Alors je ne sais pas si c'est hyper nécessaire que je présente Chaka Ponk. On parle de plusieurs albums, on parle de tournées gigantesques, de live. Si vous n'avez pas eu la chance de voir Chaka Ponk en live, faut le faire. C'est un spectacle assez incroyable et qui a pris une décision radicale. Je pense que le mot vraiment idoine, c'est radical, d'arrêter le groupe. Pas parce qu'ils en avaient envie, clairement pas, mais parce que leur engagement n'était plus cohérent avec le fait de faire des spectacles gargantuesques et avec l'envie de se consacrer à 100% au militantisme et au lien entre musique et écologie. On en reparlera, évidemment. Et notre deuxième invité, Fakir, qui est producteur et DJ de musique électronique. Et les DJ, ils ont une spécificité, ils tournent toute l'année.
il tourne tous les week-ends. Un groupe de rock, ça va en studio, puis ça va en tournée. Un DJ, ça tourne tous les week-ends, ça prend énormément l'avion, ça joue le vendredi soir à Amsterdam, le samedi soir à New York et le dimanche à Hong Kong. C'est un désastre en termes d'impact carbone et en termes d'image de ce que c'est qu'être musicien également. Et du coup, je vais aller m'asseoir quand même. Ouais, vas-y. Et du coup, Fakir, tu as sorti maintenant 4 albums, ça fait quand même quelques années que tu fais ce métier. Et au fur et à mesure de ton activité, tu as décidé de plus t'engager et de prendre des décisions sur ta carrière. Et notamment, on va parler de la première, puisque là, tu en reviens tout juste. La semaine dernière, tu étais en tournée en Allemagne. Ce week-end, on était ensemble d'ailleurs en Andorre. Et tous ces déplacements, maintenant, aujourd'hui, tu les fais en train. Qu'est-ce que ça change pour toi? Parce que ça peut paraître anodin, comme ça, il faut prendre le train, il ne faut pas prendre l'avion, ça peut paraître évident. Mais quand on a 3 dates par semaine, toutes les semaines, toute l'année, c'est quand même pas rien de prendre cette décision-là. Ouais, il y a plusieurs comment dire, conséquences à cette décision de prendre le train. C'est le retard. le retard. Le retard potentiel, et quoi qu'en avion ça arrive aussi, mais aussi le côté financier finalement, quelque part, tout simplement. Le premier truc, c'est que prendre le train, c'est quand même relativement plus cher que prendre l'avion, on s'en rend compte sur pas mal de trajets. Et donc il y a ça à prendre en compte d'abord. Il y a aussi le fait voilà, ça rallonge énormément les trajets qu'il va y avoir entre les dates. Par exemple, voilà, juste d'aller de Paris jusqu'en Andorre en train, c'est quand même pas rien. La semaine d'avant, on avait fait Paris-Hambourg en Allemagne, c'était une dizaine d'heures de train, un truc comme ça. Donc ça oblige à réorganiser un petit peu sa journée différemment, à réorganiser aussi quand est-ce qu'on part le matin, tôt. Il y a tout comment dire, une partie logistique qui est très importante. Mais en fait, en le faisant, on se rend compte d'à quel point c'est bénéfique pour le corps et pour la tête. Il y a un vrai sentiment de voyager réellement et de comprendre, je ne saurais pas comment dire ça mieux, de comprendre la distance en fait. On a un vrai... physiquement, on a compris qu'on allait loin et il y a quelque chose d'hyper relaxant, méditatif et puis très concret. On a vraiment l'impression de voyager, ce qui est assez atténué quand on prend l'avion, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que cette information-là, tu le partages avec ton public? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le gros enjeu aussi, c'est que le public change sa manière de consommer la musique, entre guillemets, de consommer les concerts et les festivals. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu communiques, toi, en tant qu'artiste? Un petit peu, pas encore totalement, parce que c'est assez récent comme mécanisme, et j'attends d'être complètement, comment dire... d'avoir complètement mis ce truc-là en place et que ce soit rigide dans mes exigences. Parce que pour l'instant, on est encore à une étape où on ajuste un petit peu nos trucs et j'ai envie de me sentir d'abord complètement légitime d'en parler, d'avoir vraiment ce vécu. Là, pour l'instant, je découvre en fait ce nouveau moyen de transport et c'est très chouette. Mais ouais, il va falloir que je prenne la parole, ouais. Grave. Est-ce que quand tu as commencé à vouloir dire, non, mais moi, en fait, je veux plus prendre l'avion, tu as eu des freins, ouais, non, t'es un petit peu chiant quand même, monsieur. C'est quand même pas très pratique pour, je sais pas, les personnes qui travaillent avec toi, par exemple. Non, en vrai, ça va. Et justement, c'est cool parce que finalement, j'arrive un petit peu à un moment du débat où cette question-là est devenue un peu centrale, où l'urgence climatique est de plus en plus forte. Et du coup, c'est une réflexion qui a été très bien accueillie. Finalement, la vraie question, ça a été, est-ce que je suis prêt, moi, à faire une croix sur des opportunités d'aller jouer très loin sur la planète quand c'est des occasions uniques, par exemple, de partir, j'en sais rien, voilà, moi, l'exemple que j'ai là comme ça, c'est que je devais partir au Costa Rica au mois de mars et c'était qu'une seule date, un one shot, et du coup j'ai fait sauter cette date parce qu'en fait, pour ces raisons-là, en fait, pour des raisons écologiques. Et il y a c'est vraiment ça, j'ai l'impression, la question principale quand on est DJ, c'est est-ce qu'on est OK d'accepter la décroissance quelque part de son projet ou la stagnation sous l'étendard de l'écologie, quoi. Parce que pour moi c'est vraiment l'aboutissement final de cette réflexion, c'est accepter de décroître, quoi. Et de plus être à la course, ce que tu as pu être à un moment, Ouais, notamment au début de carrière, on accepte toutes les dates, on veut tout faire, etc. Ça me fait une merveilleuse transition parce que je vous disais tout à l'heure
que Chaka Ponk, vous avez pris la décroissance extrême, ouais. Grosse décroissance. Après, excuse-moi. Pardon, vas-y. Faut remettre le truc dans le contexte, en fait. On ne dit pas que les groupes doivent arrêter de faire des tournées et tout ça. Nous on est un groupe un peu particulier, puisque le concept, c'est un animal, donc un singe qui va expliquer à l'homme qu'il est en train de faire n'importe quoi. On a créé Chaka Ponk autour de ça, et donc d'expliquer que la sphère politique et industrielle est en totale perte de contrôle, est totalement hors de contrôle, que les gens, la société est complètement accro au confort et à la surconsommation, ce qui permet d'ailleurs à la sphère politique industrielle de faire n'importe quoi sans que ça dérange personne, et que la société, en fait, elle va très bien à une toute petite minorité de gens, elle va très mal pour une grande majorité, et puis elle va dans le mur pour tout le monde. Donc on raconte des trucs plutôt assez gays comme ça, vous voyez, des trucs qui donnent envie d'écouter Chaka Ponk. Et ces messages, en fait, qui décrivent un peu le comportement humain, enfin la névrose du comportement humain, la névrose de l'humanité, qui s'est auto-proclamée espèce supérieure, qui consomme tout sans prendre en considération le vivant et l'environnement, est vraiment le cœur des textes et des prises de position qu'on a dans Chaka Ponk. Et Chaka Ponk s'est mis à grossir, à grandir. On s'est rapproché d'associations écologiques, d'ONG qui nous ont formés, en fait, qui nous ont expliqué ce qui se passe réellement, les dérives politiques, les dérives industrielles, l'urgence climatique, ce qu'on n'entend jamais dans les médias, enfin, ou très très peu. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment qu'on était une partie du problème, parce qu'on ne peut pas, même si on met tout en place, pour avoir des tournées les plus éco-responsables possibles. C'est un gros travail, tu en parlais, c'est énormément de travail, ça oblige à forcer les productions avec lesquelles on travaille à dépenser beaucoup plus d'argent, à travailler beaucoup plus. Même si on met tout en place, bah, le fait est que Chaka, ça déplace entre 500 000 et 1 million de personnes sur une tournée. Et ça, avec ce qu'on raconte, avec les positions qu'on prend, et quand on essaye même de convaincre des artistes de parler, en fait, ça, c'est pas synchro. En fait, on est devenu le problème en partie, en fait. Donc, on peut pas se permettre, avec tout ce qu'on raconte dans nos chansons, on peut pas se permettre, avec tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, d'avoir une activité professionnelle qui déplace 1 million de personnes. C'est un grand crève-cœur pour nous, parce qu'on était bien contents de déplacer 1 million de personnes. Ça nous arrangeait bien, mais c'est un gros problème. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de réinventer, comme tu disais, son activité professionnelle. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que la musique, c'est toutes les activités professionnelles, de réinventer son activité professionnelle et puis de s'adapter à l'urgence. Et puis aussi, nous, en tout cas pour Chaka, on a, comme tu disais, besoin de dégager du temps pour faire, je pense que tous les artistes devraient faire ça, vu l'urgence, c'est faire une partie, 50% du temps pour son activité artistique et 50% du temps pour prendre position, se dresser face aux abus politiques, se dresser face à boycotter les industriels, et, enfin certains, en tout cas ceux qui font n'importe quoi, et passer 50% de son temps à être sur le terrain, à passer les bonnes infos, parce qu'on a des réseaux sociaux énormes, on a énormément de gens qui nous suivent, et il faut que ces gens qui ont confiance en nous beaucoup plus qu'en la plupart des politiques puissent aussi entendre autre chose que des chansons et des vidéos et des galipettes. Il faut aussi qu'on puisse passer des messages forts, c'est urgent. Donc voilà pourquoi on arrête. Merci. Du coup, dernière date là en novembre. Ouais. On fait moins les malins. Alors quand on a pris cette décision, qui évidemment n'était pas, qui n'a pas été facile à prendre. D'ailleurs, on s'est beaucoup engueulé sur ce sujet entre nous. Parce que c'est aberrant en fait, mais bon, on va faire autre chose, donc ça va, on est content. En fait, on se dit un truc, ce qui a réussi à nous réconcilier dans cette décision, c'est qu'on s'est dit que quand même on avait de la chance avec Chaka, ça allait très bien marcher. Et ça, c'est un truc que les artistes doivent comprendre aussi. Quand ça marche, c'est pas seulement parce que tu as du talent, c'est aussi des concours de circonstances, c'est aussi de la chance, c'est aussi un cadeau de la vie en fait. Et au bout d'un moment, ce cadeau de la vie, il est génial, on en profite beaucoup. Et puis quand la vie est dans la merde, comme c'est le cas maintenant, il faut savoir lui donner en retour du temps et de l'énergie. Donc on s'est retrouvés tous ensemble à se dire on n'arrête pas pour rien, on arrête aussi pour remercier toutes ces années que la vie nous a données, avec toute la chance qu'on a eue et de ces moments incroyables qu'on a vécus. Et il est temps qu'on lui redonne du temps et maintenant qu'on se consacre à elle, et en fait qu'on commence à changer notre façon
notre ADN de consommateur et des lecteurs et de musiciens. Merci. Du coup, une des activités là, activité, on dirait que vous allez faire de la pâte à modeler, n'importe quoi. Mais une des initiatives de la poterie, une des initiatives sur lesquelles vous allez maintenant beaucoup plus passer de temps, s'appelle Frix. Ouais, c'est donc Frix, un collectif ouais. d'artistes. Alors, avant d'en parler évidemment de Frix, y a toujours une question que je me pose, c'est quand on parle comme ça dans les coulisses, enfin voilà, moi c'est mon métier, je suis journaliste dans la musique, donc je passe mon temps à papoter avec des artistes. Tout le monde est engagé. Tout le monde dit la planète va mal, la surconsommation, c'est pas bien, etc. Personne, très peu d'artistes en parlent ouvertement, très peu d'artistes communiquent dessus, que ce soit dans leurs chansons ou auprès de leur public. Toi, Théo, Fakir, pardon, c'est quelque chose que tu commences à faire, que tu apprends à faire petit à petit. Qu'est-ce qui est difficile parce que s'il y a tant d'artistes qui ont des difficultés à prendre la parole, il y a des raisons, a priori. C'est pas juste parce qu'ils ont la flemme. Donc, qu'est-ce qui est difficile d'amorcer cette façon de faire? Toi, tu en parles un peu dans tes chansons aussi, et un peu auprès de ton public. Comment se passe ce processus-là? Parce que c'est un processus qu'en fait chacun aussi peut avoir auprès de ses cercles d'amis. La seule différence, c'est que vous, votre cercle d'influence est un petit peu plus gros. Oui, c'est vrai. Je pense que ça demande. Il y a plusieurs murs auxquels on est confronté quand on commence à prendre la parole là-dessus. C'est qu'on va être. Comment dire? On prend d'un seul coup une parole qui est politique. Donc il faut avoir des épaules, disons, assez solides pour assumer cette parole-là, pouvoir la défendre comme on le fait là actuellement, en n'étant pas ridicule et pas. Comment dire? Ignorant de la question à laquelle voilà, de ce qu'on discute. Légitimité, ça, il faut avoir une légitimité. Ouais. Il y a un truc comme ça, il y a un truc de légitimité, de s'être renseigné un petit peu là-dessus. Je pense que ça, c'est un peu le premier mur, c'est que quand on est révolté par quelque chose ou quand on s'engage pour une cause, il y a un boulot en fait à faire de se renseigner sur cette question-là, agir vraiment, prendre des mesures un peu concrètes, etc., avant de pouvoir communiquer vraiment là-dessus. Donc je pense que ça, c'est un peu le premier mur. Il y a peut-être un mur aussi tout simple de, en fait, c'est difficile de parler en public et finalement la musique, généralement, j'ai l'impression que les artistes musiciens, pas tous, mais il y en a beaucoup qui utilisent aussi la musique comme une espèce de carapace pour communiquer leurs émotions. Et finalement, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire bien par les mots. Alors nous, bon, voilà, on a la chance de pouvoir le faire par les deux, donc trop cool. Mais je pense que ça fait partie aussi des barrières qui empêchent ça. Et après, il y a aussi un truc qui, je pense, a été un petit peu une sorte de stigmate qui a été créé par les médias il y a assez longtemps, c'est qu'en fait, quand on s'engageait dans une cause, je dis on s'engageait parce que j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant, mais quand on s'engageait dans une cause, on devenait tout de suite un artiste engagé, et cette étiquette d'être engagé prenait un peu le pas sur la musique qu'on faisait. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours, moi, angoissé au début, parce que je me suis dit, mais si je commence à prendre la parole là-dessus, on va me considérer comme un artiste engagé, et plus comme un musicien, plus comme un artiste, en fait. Et moi, j'avais toujours envie de me dire, non, mais moi, d'abord et avant tout, je fais de la musique peut-être qui invoque la nature, qui parle de ça, mais j'ai envie de rester là-dessus et pas qu'on m'invite sur des plateaux télé à parler de politique alors que c'est pas du tout mon domaine et j'ai pas envie d'être confronté à des gens dont c'est le métier, quoi. C'est pas c'est pas ma mission, quoi, en tout cas. Mais est-ce que c'est pas la mission quand même des artistes d'aider à inventer un monde des possibles, en fait, parce que c'est d'imaginer un avenir durable, ok, certes, bien sûr, mais aussi un avenir qui soit souhaitable, qui soit créatif, et ça passe aussi par l'art, ça passe par les histoires qu'on raconte, etc. Donc ça reste aussi quand même le rôle d'un artiste. Carrément. En fait, finalement, le rôle de l'artiste, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans le côté influence, dans le côté sensibilisation, et vraiment d'amener les gens à se poser ces questions-là, peut-être à réfléchir à ça. C'est là où la frontière, elle est un peu fine, parce que finalement, où est-ce que se situe la fin de notre discours artistique et commence celui qui est politique. Mais encore une fois, voilà, je raconte cette histoire-là parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant, les frontières se sont aussi beaucoup brouillées, je pense, par l'avènement des réseaux sociaux, etc. Maintenant, on a beaucoup plus tendance à voir ce qu'est la vie, en fait, ce qu'est la vie des artistes, etc. On voit un petit peu leurs goûts, leurs trucs, leurs inclinations, etc. Ça devient une vitrine. Et du coup, maintenant, avoir un discours politique et prendre la parole là-dessus, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus accepté, disons, qui faisait partie presque d'un personnage. Et moi, c'est du coup quelque chose avec lequel j'ai été vite à l'aise, parce que c'était des valeurs que je défendais dans ma vie privée. Donc dès que c'est devenu
ok, disons, de diluer ça dans mon personnage artistique, je l'ai fait, quoi. Tu partages, Fra, le fait que ce soit plus facile aujourd'hui? Oui, alors déjà, comme tu disais, il y a un truc qui a changé la vie des artistes, c'est les réseaux sociaux. En bien, parce que effectivement, ça permet de squeezer tout un processus ancestral, un peu archaïque il faut passer à la télé, il faut passer à la radio pour être connu. Voilà. Donc, par contre, c'est un petit peu extrême maintenant. C'est-à-dire que maintenant, les artistes, même quand ils se connaissent pas et qu'ils doivent faire des featuring, c'est-à-dire jouer ensemble, le premier truc qu'un artiste demande à son producteur, c'est il a combien de followers. Le producteur lui répond en général, tu veux pas écouter ce qu'il fait comme musique? Il fait non, je m'en fous, il a combien de followers? Et donc c'est quand même devenu une sorte, comme tu disais, de deuxième personnalité, le nombre de followers que tu as sur tes réseaux sociaux. C'est hyper important, c'est tellement important que ça devient presque maladif pour certains. Et il y a une espèce de course vers la montée de ce nombre qui va complètement à l'encontre de tout discours d'engagement politique risqué, ou alors de discours un petit peu extrêmes sur des prises de position face à ce qui se passe dans le monde et à l'effondrement écologique, par exemple, parce que tu risques de perdre des followers à ce moment-là. Et ça les fait pas du tout marrer, les artistes, quand ils risquent de perdre des followers. Donc on galère, c'est vrai, à sensibiliser pas que les artistes, hein, même les gens qui travaillent en fait grâce aux réseaux sociaux. Ça peut être des influenceurs, c'est toute célébrité entre guillemets. On se heurte en fait à ce problème, c'est que c'est un énorme pouvoir, c'est un énorme média en fait, les réseaux sociaux. Encore plus si les artistes se regroupent ensemble autour d'une idée ou autour d'un combat, ça multiplie le nombre de gens, ça peut faire une portée incroyable. Mais le risque, c'est, comme tu disais, que l'artiste soit pas forcément légitime, ou alors qu'il n'ait pas vraiment les mots, ou alors qu'il fasse une connerie, ou alors qu'il se mette des gens à dos, des gens qui peuvent être des politiques, des gens qui peuvent être des gens du métier. Et dans ce cas-là, malheureusement, il a fait descendre son compteur à copains de quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Et là, il ne dort plus pendant des semaines, tellement c'est horrible. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire que l'artiste, évidemment, c'est normal, comme tu disais, c'est pas aux artistes normalement de faire le boulot des politiques. C'est pas aux artistes de faire le boulot des gens qui sont censés réguler ce qui se passe sur cette planète et réguler ce qui se passe dans la société, faire en sorte que tout le monde soit bien, qu'il y ait des égalités. C'est pas normalement aux artistes de faire ça. Mais par contre, vu que les politiques ne le font pas, enfin en tout cas la majorité, et que les industriels, pour la majorité, ne le font pas non plus, voire même qu'ils aggravent les choses, il va falloir quand même, je pense, c'est ce qu'on essayait de faire avec le collectif de Freaks, pousser, forcer, peut-être former les artistes à prendre la parole parce que les gens les écoutent et à se positionner contre des aberrations d'aujourd'hui et à faire sur leurs réseaux sociaux des posts de musique, des posts de ma tournée machin, ma vidéo machin, mais aussi j'ai quelque chose à vous dire parce que j'ai compris quelque chose. Ma vision du monde a changé et j'aimerais vous la faire partager. Ça n'a rien à voir avec ma musique, ça a à voir avec moi, citoyen. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec l'effondrement écologiste, je ne suis pas d'accord avec les abus politiques, les dérives politiques qui entraînent l'effondrement écologique et j'ai envie de vous en parler et j'ai envie de vous sensibiliser à ça. Ça, c'est un truc qui doit se faire, je pense, de plus en plus parce que les gens nous écoutent et les gens nous font confiance. Et malheureusement, c'est risqué à cause de ce fameux nombre de followers. Et qui est-ce qu'il y a comme artiste dans Freaks? C'est ce collectif. L'idée, donc, c'est vraiment de créer un cercle d'influence. Oui, le pitch, c'est rassembler des gens qui ont des gros réseaux. Alors, c'est pas forcément des artistes, hein, il y a aussi des journalistes, humoristes, sportifs, aussi, je crois. humoristes, des gens qui ont des gros réseaux et les faire... C'est chaud. En fait, on a dressé une liste de comportements qu'on a fait avec la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'ADEME. Une liste de comportements qu'on voit un peu partout, hein, des listes de ce qu'il faut faire pour être le moins pollueur possible et tout ça. Faire gaffe à sa façon de consommer. Donc on a créé une liste hyper efficace de comportements. Et l'artiste dans les Freaks doit s'engager publiquement à adopter le plus possible de ces gestes. Publiquement. Hein. C'est pas juste j'ai dit que j'allais plus manger de viande ou plus jamais utiliser de bouteilles en plastique. Je le fais, je le note, ma fiche elle existe, elle est en ligne et j'en parle publiquement sur mes réseaux. Donc, évidemment, quand on lance un truc comme ça, il y a plein d'artistes qui font moi. Après, on leur dit,
Alors, il y a une liste de trucs qu'il va falloir que tu t'engages à faire. Le week-end, non, tout le temps, toute ta vie. Toute ta vie. Ah putain, ouais, c'est chaud quand même. Regarde la liste, ils voient les trucs. Et ils me disent, moi, j'en fais que 3. Je dis, mais le but, c'est que tu en fasses plus maintenant. C'est que tu en fasses plus, parce que sinon, tout irait bien. Hein. Donc, tu en fais plus. Donc, les gens cochent des trucs. Ils se disent, OK, bon, bah, je vais m'engager. Donc, il y a une espèce de travail aussi là-dessus qui est chouette, parce qu'ils apprennent. Tout est il y a beaucoup d'explications, comment faire, pourquoi le faire et tout ça. Et une fois qu'ils ont fait leur fiche signalétique, leur nouvel ADN en fait, de consommateur et de citoyen, ils doivent en parler sur les réseaux sociaux. Et donc, il y en a qui le font très bien. Donc, je vais dire seulement ceux qui le font très bien. Zazie. On ne va pas pointer du doigt les mauvais Zazie le fait élèves. très bien. Il y en a qui le font pas. Mais encore une fois, c'est pas pour dire que c'est des mauvaises personnes. C'est juste que c'est très compliqué de faire ça, en fait. Parce que forcément, les haters, c'est vachement bien les haters. Parce que ça permet de créer des débats. Dès que tu as posté un truc où tu sors de ton activité artistique, qui consiste à chanter ou peu importe, et que tu postes un truc, tu as une espèce de déferlement de gens qui t'insultent, alors que tu as dit juste « j'aimerais bien que la planète aille bien, ce serait bien », tu vois, tu te fais défoncer et tout ça. Et donc c'est vrai que c'est difficile à vivre pour certains, il y en a qui s'en foutent, mais c'est difficile à vivre pour certains, puis surtout tu n'as pas forcément les arguments pour rebondir là-dessus. Donc c'est un travail, et je pense que ce qui est très... Bon, il y a un truc qui est génial dans la vie, c'est l'éducation. Et la formation. Et je pense que ça, c'est un truc qui devrait arriver, c'est-à-dire qu'il y ait des systèmes de formation. On en avait parlé d'ailleurs, Oui, on de en a formation parlé, d'artistes. on travaille, ouais. Alors c'est encore un super work in progress, donc petite exclusivité mondiale, messieurs, dames. Mais on a l'envie de travailler sur un programme de média training pour les artistes. Parce que là, tu parles des haters. Il y a aussi les journalistes, je parle de ma propre profession, hein, mais qui vont aller chercher la petite question piège, le petit « Mais dis donc, t'as dit que t'étais écolo, mais attends, tu portes des Reebok, c'est pas bien du tout ». Donc il y a ce truc-là aussi de comportement, bouh, il y a ce truc-là aussi de comportement, mais aussi dans les milieux militants, hein, je tiens quand même à le dire, d'espèce de devoir d'exemplarité auprès de personnes qui essaient d'utiliser leur influence. Et on va tout de suite aller chercher le petit angle mort pour les ramener à leur place de saltimbanque, hein, on va dire. T'as déjà ressenti ça, toi, Théo ? Ouais, un petit peu, oui, comme tu dis, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à prendre position, surtout sur les réseaux, il y a quelque chose, le syndrome de haters qui se met en place, et c'est vrai qu'on n'est pas armé tous les matins de notre vie à se lever, à ouvrir son Instagram et voir qu'il y a des gens qui nous insultent par dizaines. C'est pas forcément un exercice auquel on est chaud tous les jours. Du coup, il y a des moments où on peut avoir la flemme, et c'est vrai. Enfin, finalement, c'est assez grave parce qu'en fait, on se rend compte que on va rechigner à partager ces valeurs-là qui sont urgentes et extrêmement importantes et qu'on applique dans notre vie et dans notre carrière. Et on va être timide à les partager sur les réseaux à cause de ça, à cause de ces gens qui s'ennuient probablement. Et donc ça c'est assez dur. De la part des médias ou des journalistes, c'est vraiment quelque chose pour l'instant que j'ai pas ressenti. Après, j'ai pas une énorme carrière monstrueuse non plus. Je suis peut-être pas regardé. Comment dire, je ne suis pas scruté sur ce truc-là, sur cette question-là encore beaucoup, donc ça va. Mais par contre, les haters, ouais, c'est un truc assez douloureux et relou. Bah, c'est relou, hein. Ouais. Après, ça peut être rigolo. Parce que franchement, il y a des trucs qui sont géniaux. Moi, je les garde, les messages qui sont vachement bien. Tu peux faire un petit livre. Ah, il y en a des... Ouais. Enfin, je veux pas vous les dire là, parce que on perdrait trop de temps. Mais... il y a deux types de haters, en fait. Il y a ceux qui vont, alors, comme tu dis, qui n'ont rien à foutre et qui vont se mettre à s'énerver comme ça tout seul. Et puis, tu as ceux qui sont... Il y a un côté haters un petit peu presque légitime. Bon, les haters, de toute façon, le mot, il est extrême. Hein, mais c'est-à-dire qu'un artiste... Et d'ailleurs, quand on avait rencontré la Fondation pour la Nature et l'Homme, ils nous avaient parlé d'un truc très, très important. Ils nous avaient dit, on ne peut pas sensibiliser le grand public parce que personne n'est fan de nous. Nous, on est des ONG, on n'a pas de fans. Les gens, ils se mettent pas tout nus devant nous dans la rue à acheter leurs culottes. Donc, quel beau métier tu fais. Ouais, bah oui, malheureusement, j'arrête. Et non, mais disais, on a besoin que les artistes, indépendamment de nous, se réunissent entre eux et décident de parler. Et c'est vrai que dans les médias, et certains haters peuvent aussi être offusqués
qu'un artiste fasse du greenwashing, en fait, qui serve de sa notoriété pour dire des trucs un petit peu, voilà, pour se faire mousser. Donc, en gros, ils ont besoin de preuves qu'on sait de quoi on parle. C'est bon, il reste 20 secondes. C'est bon, parfait, parfait. Moralité, envoyer des petits cœurs aux artistes qui s'engagent et qui se prennent plein de haters, ça leur fera du bien le matin. Tu en as besoin. Merci beaucoup, je sais que c'était très 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 rapide. Si vous avez envie de discuter davantage, nous on reste dans le coin, notamment Fakir qui fait une petite séance de dédicace par là-bas, je crois. Au bookstore, ouais, en bas, ouais. Voilà, si vous voulez discuter davantage de tout ça. Et je vais passer la parole au côté plus professionnel de l'histoire. Là, on a beaucoup parlé de philosophie presque, de ce que c'est qu'être artiste, de ce que c'est que s'engager, ce qui s'applique autant à ces messieurs qu'à vous, qu'à moi, finalement, parce que il s'agit de créer un nouveau monde et de convaincre les autres qu'il sera beau. Mais là, on va peut-être plus rentrer aussi dans le dur. Je te laisse la main, Benjamin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais demander à mes panélistes de me rejoindre. Je vais me sentir un peu seul sinon sur la scène. Vous assistez tout de même à une petite révolution. 25 ans que je travaille sur des sujets d'engagement, d'impact, de développement durable, quel que soit le mot qu'on met derrière ces sujets. Je voudrais vraiment remercier l'équipe de Change Now qui, lorsqu'on en a parlé l'année dernière, tout de suite nous a fait confiance. Amener la musique dans un salon qui parle de développement durable, amener la musique dans un salon qui parle d'innovation et d'impact, c'est une révolution. Donc encore une fois, merci à Change Now et à son équipe. Je vais demander à Marie de me rejoindre, Emmanuel et Cédric, s'il vous plaît. Tiens, peut-être tu te mets à ma droite. Alors, je ne sais pas si nos artistes précédents n'étaient pas des professionnels, mais on vous montre une autre facette de l'engagement et de la musique. Je suis très très content d'avoir à mes côtés Marie, Emmanuel et Cédric. Et on a 20-25 minutes, donc si vous êtes frustrés, on a enregistré des podcasts avec ces personnes-là. Je m'appelle Benjamin Hainaut. J'ai cofondé une association il y a 2 ans qui s'appelle Music for Planet. Merci Clémence pour la présentation. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je bute sur des sujets d'écologie et je me rends compte que moi-même, en tant qu'expert, finalement, je faisais partie du problème et qu'on est dans l'ère de l'influence et qu'il faut effacer le GIEC, l'IPBES, les experts, une partie des gens qui sont dans ce salon. Et si on veut vraiment parler à tout le monde, il faut mettre sur le devant de la scène des influenceurs que sont des artistes, chanteurs, chanteuses et autres. Marie, tu es en charge, tu es une des têtes bicéphales, tu vas nous en parler côté Wheel of Green, mais tu es en charge de la programmation sur les sujets d'engagement et de développement durable pour Wheel of Green. Wheel of Green 2011, tu commences à faire partie des dinosaures, en tout cas le festival, pas toi. Premier festival qui ouvre la saison d'été, tout début juin. Est-ce que c'est Wheel of Green qui finalement donne le là sur l'engagement pour les festivals ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas si on donne le là. Effectivement, en 2011 et même en 2008, quand l'association a été créée, j'étais pas là à l'époque, mais je crois qu'on a un peu regardé nos directeurs et directrices de manière assez étrange de pourquoi faire ça finalement, à quoi ça sert de faire un festival engagé et qui ferait attention à sa production. On n'était pas les seuls. Il y avait aussi déjà des festivals en Europe et même en France qui commençaient à prendre le pas. Nous, on s'est beaucoup inspirés, on a beaucoup discuté avec nos copains européens de festivals. Je pense à Shambhala en Angleterre, à Boom au Portugal. C'est aussi comme ça qu'on a construit Wheel of Green et ce qu'est Wheel of Green aujourd'hui dans sa programmation et dans son engagement dans la production éco-responsable au quotidien. Ouais. Fra, tout à l'heure, nous parlait du collectif The Freaks qui, dans sa constitution, avait une espèce de raison d'être avec une dimension environnementale et sociétale forte. C'est dans les statuts de l'association qui gère Wheel of Green d'embarquer ces sujets d'écologie.
Ouais, l'objet même de l'association We Love Green, c'est la promotion et le développement de l'éco-citoyenneté et la sensibilisation au développement durable à travers l'organisation d'événements festifs. Donc globalement, c'est un peu une double idée, c'est à la fois de pouvoir être un laboratoire d'innovation dans la production éco-responsable dans le secteur événementiel, mais aussi de pouvoir profiter de cet événement, en tous les cas, et de ces événements qu'on organise pour sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux et sociaux. Tout à l'heure, je parlais d'approche bicéphale. Est-ce que tu peux nous parler de ton binôme, Marianne? Qui fait quoi et quelles sont vos responsabilités? Elle est juste là-bas. C'est la dédicace. Effectivement, on est toutes les deux à la tête de ce pôle développement durable qui est un peu scindé en deux. Marianne est en charge de... Elle est très gênée là-bas, du coup ça me gêne un peu et ça me fait un peu rire aussi. Elle est en charge elle est responsable RSE et plutôt en charge de toute la partie production éco-responsable. Donc c'est elle qui va gérer d'une main de maître les problématiques déchets, circularité, énergie aussi, mobilité, etc. Et de l'autre côté, effectivement, moi je suis plutôt en charge de ce qu'on appelle les contenus engagés. Et donc c'est la programmation de tous ces contenus qui nous permettent de sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux et sociaux à travers une scène de conférence, un village qu'on appelle le village des initiatives positives sur lequel on accueille des entreprises engagées et innovantes, toute la collaboration avec les associations. Et j'en passe parce qu'il y a pas mal de choses qu'on organise. Mais donc voilà, effectivement, on a ce double aspect dans le côté RSE. Il y a pas mal de choses que vous faites donc, depuis de nombreuses années. Peut-être, est-ce qu'il y a une difficulté, un Everest où tu te dis, mais tiens, on est arrivé à craquer ça et on en est plutôt fiers. Qu'est-ce que tu aurais pu faire, soit côté, on va dire, RSE, soit gestion du contenu? Ça serait quoi un accomplissement? Je pense qu'on en a plusieurs. L'année dernière, on a réussi à passer au 100% végétarien. Pour un festival de cette ampleur, c'était une grande nouveauté en France. Et pour le coup, là, on a un peu... ça rejoignait un peu nos deux postes, parce qu'il y avait à la fois le mettre en place avec les restaurateurs, tous nos prestataires, et il y avait aussi tout un enjeu de sensibilisation, que ce soit effectivement le public, mais finalement le public l'a pris de manière assez positive et ça a été assez vite compris et entendu, et au contraire ça a été très bien pris, mais il a fallu aussi sensibiliser tous nos prestataires avec qui on travaille, et en fait l'inconscient de ces techniciens qui montent des scènes toute la journée, ils se disent que de manger végétarien dans le catering staff, ils auront faim à 16h. Et du coup, il y a aussi toute cette sensibilisation là. Et l'autre grande fierté qu'on a, c'est que cette année, on fête les 10 ans du think tank, qui est notre scène de conférence. Il y a aussi Najma qui est là, qui était aussi l'ancienne responsable RSE, donc c'est marrant, mais c'est aussi elle qui a monté cette scène à l'époque. Et il y a 10 ans, c'était une toute petite scène, c'était un tout petit tipi. Dans lequel on accueillait un intervenant, et il y avait 4-5 festivaliers qui étaient là pour les écouter, et au bout de 10 ans, aujourd'hui, c'est une vraie scène à part entière, c'est la 6e scène du festival, on a une jauge de 1000 places, c'est toujours plein, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas s'asseoir, et ça c'est aussi une grande fierté, parce qu'on sent que l'engagement évolue, la prise de conscience aussi, et que du coup aujourd'hui je suis pas sûre qu'il y ait énormément de gens qui viennent à We Love Green exclusivement pour les conférences. Je vais pas me mentir à moi-même, je pense que personne n'a pris son billet en se disant il y a Aurélien Barraud sur la scène de conférence, je prends mon billet. Néanmoins aujourd'hui on arrive à engager les gens et à les faire venir sur cette conférence, et ça pour le coup c'est aussi une grande fierté qu'on a. Je te reposerai tout à l'heure la question sur l'écosystème de fournisseurs, de partenaires, parce que je pense que c'est un parallèle assez intéressant à voir aussi avec Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Donc tu es le directeur de l'Opéra National de Bordeaux. Opéra National, We Love Green, Opéra National, quel est le rapport avec le sujet d'écologie en fait? Est-ce que le lyrique, l'opéra, ces grandes maisons, ces dorures de la République se questionnent aussi? C'est vrai qu'on n'attend pas d'un opéra, avec le côté institutionnel, d'avoir une manière de se repenser. D'ailleurs, on a mis une veste tous les deux. On a mis une veste, et c'est un peu le problème de ce milieu très institutionnel à dominante classique. C'est déjà d'essayer de savoir comment la musique classique se met dans un monde extérieur beaucoup plus large. Quand on a essayé de repenser depuis 2 ans à un opéra de demain, on l'a déjà réintitulé
l'opéra citoyen, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être en capacité d'avoir des responsabilités d'artiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut porter dans la société, mais comment est-ce qu'on est en désir de savoir comment on va faire du sens avec d'autres, et quelle est la mission de l'artiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire. L'opéra, c'est aussi le lieu, probablement parce qu'il est le plus lourd, il est habitué à dévorer des budgets, à avoir des masses, on utilise des mots de marge, de masse, de permanence, des choses qui ne font pas forcément envie. C'est très technique, en fait, parce que ce sont des grandes maisons. Mais à côté de ça, ce sont des artistes. J'ai envie de penser à tous les postes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 métiers dans un opéra. Combien de collaborateurs, salariés? 360 à Bordeaux. On est le deuxième salariés de France. dans l'Opéra de Bordeaux. Un orchestre de 100 musiciens, un ballet de 38 danseurs, un chœur de 38 chanteurs, une équipe technique de 70 personnes, des ateliers, décors, costumes, accessoires, les services supports, mais aussi 200 intermittents, 2000 prestataires dans la région. On est un employeur de la culture. En fait, on est la culture. On draine derrière nous et à côté de nous et pour nous une grande communauté. Donc on a une force d'exemple. Et comme on est en crise, on s'est quand même poser la question, est-ce qu'il faut mettre les enjeux d'éco-responsabilité, les enjeux de rénovation et de conscience après, ou est-ce qu'au contraire, on tente de le faire pendant la crise? Et ça, je pense que c'est la décision fondamentale. Quand il y a 2 ans, tout le monde a souffert, la reprise après la crise sanitaire, le choc énergétique, l'inflation, enfin, on se souvient et c'est encore présent, on s'est dit c'est peut-être le bon moment de lancer un message et de se transformer, nous, à notre échelle, comme un laboratoire grandeur nature, un laboratoire géant. On a fait quelque chose qu'aucun opéra n'avait fait, un opéra zéro achat. On s'est donné un exercice. Tout à l'heure, Jacques Apong parlait d'un exercice. Nous aussi, on a coché nos cases. Quand on fait un opéra, c'est-à-dire un spectacle complet avec décors, costumes, accessoires, avec des budgets qui vont avec une mise en œuvre généralement de 2 ans, une équipe créative, etc. Est-ce qu'on est capable de ne rien acheter ? Est-ce qu'on serait capable de faire cet exercice? On y est arrivé d'abord parce qu'on a été voir des artistes de la maison et des artistes de l'extérieur qui avaient envie de cette expérience. Et aussi parce qu'au début, on ne le savait pas, qu'on s'est mis dans un risque partagé. Comme on ne savait pas si on allait y arriver, comme on ne connaissait pas les solutions à trouver à chaque étape, chacun en a apporté un petit bout et ça a été vraiment quelque chose de très fort, vraiment de ce qu'on qualifie un peu pompeusement d'intelligence collective ou de démarche partagée, mais en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'en lançant l'idée, j'étais absolument incapable de dire si on y arriverait et comment on y arriverait. Et ça, je pense qu'à la fin, tout le monde était très fier d'y arriver. Mais pour qu'on ait le sentiment d'un succès, il fallait que ce soit d'une certaine manière invisible. Si on crée un opéra zéro achat qui soit moins bien que ce qu'on avait d'habitude, on aurait fait la démonstration qu'on crée un autre registre au spectacle. Donc il fallait que ce soit invisible en quelque sorte. Et aussi que ça corresponde, ça c'était le 3e critère, à un vrai sujet. On a choisi en fait un opéra qui n'était pas un opéra, on s'est dit mais notre planète, nos ressources, tout ça qui s'épuise, ça fait appel à des choses beaucoup plus puissantes et qui sont ancrées en nous, c'est la vie après la mort. C'est le requiem d'une planète. C'est la tentative d'imaginer qu'après une première vie, on puisse imaginer une seconde vie, pour les matériaux, mais aussi pour les humains. Et c'est donc le requiem de Mozart qu'on a choisi, une œuvre archi grand public, qui n'attend pas une représentation avec vous voyez, des fastes de décors qui peut être plus intérieure, plus spirituelle et donc suggestive. Et c'était une expérience renversante. On s'est tous rendu compte qu'on avait entre les mains une forme de responsabilité de sujet qui allait ouvrir une histoire. Donc immédiatement, c'était 1, c'était 2, et c'est entre 1 et 2 qu'on va faire chaque année. Et à chaque fois, le sujet compte beaucoup. Le 2e sujet d'opéra qu'on va choisir, ça s'appelle La Bohème. Un opéra hyper connu de Puccini, que tout le monde veut aller écouter. Bien sûr, il y a l'histoire d'amour, il y a la tristesse, il y a les étudiants, il y a les belles mélodies, il y a tout ce qui fait les ingrédients d'un bel opéra. Mais il y a surtout un sujet qui pour moi est fondamental, c'est comment est-ce qu'on peut être créatif en n'ayant rien.
C'est l'histoire de 4 étudiants, un musicien, un poète, un littérateur, un peintre, qui n'ont rien, qui ne se chauffent pas, qui n'ont plus de ressources pour créer, et pourtant, ils sont heureux, ils se battent, ils s'aiment, ils sont malades aussi, mais ils sont joyeux, ils sont transgressifs, ils sont, ils sont comme ils sont. Et sur scène, c'est un vrai sujet où on va pouvoir explorer le vide. Mais pas que le vide, un beau vide, ou des éléments de décor, de costumes et d'accessoires qui vont ressurgir d'où on ne les attendait pas. Alors, toute la méthode, en fait, pour fabriquer un opéra Zéro Achat a changé. C'est-à-dire qu'au lieu de créer à partir de rien, quelque chose d'assez démiurge, un peu prétentieux, on est le génie créateur. Quand on commence un opéra, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Là, on abandonne tout ça au début. On va dans les stocks. On passe des journées à regarder les stocks de costumes, de décors. Avant ça, j'imagine que comme une entreprise qui cherche à se transformer, les 350 collaborateurs dont on parlait tout à l'heure, ils t'ont dit « Ah oui, super, génial, on y va tous ». Tu n'as pas trop eu de problème de conduite du changement ou, tout le monde t'a suivi? Ou alors il a fallu déjà convaincre en interne? Mais il n'y a pas à convaincre parce que, comme je le disais tout à l'heure, on était nous-mêmes déjà en crise. Donc on ne savait pas si on pouvait continuer à faire de l'opéra. Donc, c'était presque une tentative de créer le coup d'après, l'étape d'après, peut-être l'opéra d'après. Notre expérience en études, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais on avait en main la construction d'une autre manière de faire. Et je pense que sur le plan des convictions, on n'a pas rencontré vraiment de réticence. Par contre, beaucoup d'interrogations et beaucoup de nécessité de travailler les uns avec les autres. En fait, on s'est soudés énormément parce que, d'abord, on était sur un bateau qui était peut-être en train de couler. Donc, certains écopaient, mais d'autres inventaient. Il fallait inventer des voiles, il fallait inventer quelque chose qui nous anime. Et ça change aussi fondamentalement le rapport que l'opéra a avec les autres structures qui lui ressemblent et qui sont autour. L'opéra se voit toujours puissant, le roi, les plus, quelquefois on nous qualifie d'ogres, parce qu'on achète, on conçoit, on exploite, et puis ensuite on stocke et on réforme, et souvent on détruit, mais tout ça c'est un vase clos. Là en fait on est en position de faiblesse quand on fait du zéro achat, parce qu'il faut aller voir des choses, les dénicher, il faut aller demander de l'aide, il faut aller voir des mécènes qui vont vous donner des choses, il faut aller voir des ressourceries, voir des partenaires, voir des compagnies de théâtre, à qui on va prendre des choses et à qui on va donner des choses après. Donc c'est se mettre dans une chaîne. Et c'est ça qui change. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que la créativité était au rendez-vous? Est-ce que les gens qui sont venus voir ce Requiem se sont pris un shoot de beau et de créatif et d'artistique? Une grande claque, parce que c'était un très beau spectacle, aussi beau que d'habitude, même peut-être plus beau. Et aussi parce qu'ensuite, la conscience d'avoir eu une expérience qui a abouti était un grand facteur d'espoir, un énorme facteur d'espoir. Donc on est un peu fiers et responsables de ça, et de continuer de voir dans quel degré ça va pouvoir continuer. Alors, tu parlais d'inventeur tout à l'heure, j'ai à ma gauche un spécimen. Je ne sais pas si tu es inventeur ou si tu es retrouveur d'inventeurs, paléo-énergéticien. Il va falloir que tu nous expliques tout ça, Cédric. Je suis très content de t'avoir sur cette scène aujourd'hui. Comme tout à l'heure, je disais qu'il y a une petite révolution. On emmène l'écologie dans des univers comme Change Now. Tu as été un des précurseurs. Avec Clémence, on parlait tout à l'heure, le Solar Sound System, donc tu vas nous en parler, puis on va ouvrir petit à petit sur les autres sujets, et par exemple les sujets d'énergie sur lesquels tu travailles beaucoup. Et Cédric, je te remercie, parce que je pense qu'il y a 20 ans maintenant, lorsqu'on se croisait, qu'on discutait, que tu étais déjà sur ces sujets, tu as semé un petit peu la graine Music for Planet qui a germé il y a 2 ans. Je suis très heureux de l'entendre. Qui es-tu, Cédric? Alors moi, je suis un citoyen du monde, qui a grandi dans une époque formidable et qui voit cette époque un peu se réformer, passer un peu dans l'ombre peut-être. Et donc moi j'étais fasciné par les questions d'ingénierie déjà depuis tout petit, parce que j'ai aussi grandi aux côtés de gens qui réparaient beaucoup et qui ne gaspillaient pas et qui avaient une forme tout simplement de bon sens. Et assez vite, en fait, donc je devais être ingénieur, mais j'ai bifurqué sur le design industriel. Et ça, on était à la fin des années 90.
Et je m'intéressais déjà énormément à la question de l'écologie parce que j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines et que déjà à l'époque, en fait, on m'avait vraiment alerté sur l'état de la Méditerranée. Et donc j'avais besoin de continuer à me former. Donc quand je suis sorti de l'école, je suis parti en Suisse romande, continuer à me former auprès d'universités, etc. Et c'est ce que je dis en fait aux universitaires ou aux gens qui sont dans les écoles. Je leur dis votre formation elle commence quand vous allez sortir. Parce que là, vous allez rentrer dans le vrai monde et c'est à ce moment-là que vous allez partir sur 40 ans de formation dans votre carrière et vous allez continuer à apprendre, vous allez continuer à vous former et ce n'est que le début en fait. Et donc voilà, en fait, moi je prends beaucoup de temps pour former justement. J'ai enlevé ma casquette d'artiste parce que j'ai une formation d'art plastique en fait, de designer. Et assez vite, je me suis dit waouh. Il faut qu'on forme, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on ait de l'intelligence collective. Et donc j'ai passé, je crois, les 25 dernières années de ma vie là, à pas forcément faire carrière, mais à essayer de trouver des machines d'intelligence collective et de formation. Alors, des machines fun aussi, parce qu'on fait aussi la fête avec les énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années. Est-ce que c'est à toi qu'on doit le slogan « Réchauffe l'ambiance, pas la planète » ? Je sais pas. Ça aurait été pas mal. Je sais pas, mais nous, on fait la fête pour financer la recherche. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est notre grand slogan. Okay, moi, j'aime bien ça. Alors, pourquoi ? Parce que pour avoir fait quand même beaucoup la fête dans des boîtes noires fermées, avec de la musique électronique pendant des heures où on sait des fois plus trop pourquoi on est là, on s'est dit qu'il fallait remettre du sens dans la fête, redonner une capacité en fait aux gens aussi qui nous invitent de se dire que ce qu'ils invitent, en fait, c'est plus que juste un stage ou une musique pendant un moment, même si c'est un peu fun et que les gens pédalent sur des vélos. C'est que ce projet-là finance des projets de recherche. Et c'est comme ça qu'on a financé tout ce qu'on fait à côté au sein de l'Atelier 21, qui est notre structure associative qui travaille sur une sorte d'intelligence collective pour la transition énergétique et écologique. Alors, je ne sais pas si tout le monde t'a suivi sur comment faire la fête et pédaler sur des vélos. C'est peut-être là que tu nous parles du Solar Sound System, non ? Oui, c'est à ce moment-là que je vous parle du Solar Sound System. Donc le Solar Sound System, on l'a créé en 1999, donc on est considéré comme les précurseurs un peu de ce type de système. On inspire énormément de monde à l'international et on en est très très fiers parce que l'idée c'est aussi de semer des graines. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire la fête d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on avait des sons de système à l'époque, il y avait beaucoup de rave parties, voilà, qui fonctionnaient au groupe électrogène. Et donc, comme moi, j'avais rencontré l'énergie solaire et aussi des énergéticiens avec qui je travaillais déjà à l'époque, on s'est dit, tiens, mais peut-être qu'on peut abandonner le groupe électrogène et essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus solaire, avec aussi un peu de batterie, mais aussi avec des vélos générateurs qui permettent aux gens de participer et de fournir l'énergie pour faire la fête. Donc il y a une forme de participation et d'expérience collective dans ces petits moments qu'on a vécu et qu'on continue de faire vivre, parce qu'aujourd'hui, en fait, le Solar Sound System, c'est des antennes de Hong Kong à la Bolivie, en passant par Berlin et plusieurs antennes en Europe. Et voilà, l'idée, c'est de créer en fait des antennes, voilà, qui vont porter le message, qui vont faire la fête et qui vont aussi dire, ah mais derrière, il y a des projets d'intelligence collective. On fait des projets de recherche sur l'histoire des brevets énergétiques, parce que chaque territoire et toutes les périodes de crise ont été extrêmement fertiles en initiative de résilience finalement. Et donc on collecte tout ça, on le remet à disposition du grand public, d'écoles d'ingénieurs, d'industriels en France qui se posent des questions des fois sur des problématiques techniques. Et en fait, pour bien innover aujourd'hui, il faut aussi se penser historien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande histoire des brevets qui est un peu oubliée et qui mérite d'être exhumée. Ça, c'est ta casquette de paléo-énergéticien. Donc, le gars va déterrer des brevets autour des sujets de l'énergie. Tu nous parleras de la Regen Box juste après. Marie, je voulais te redonner la parole. Je vois le temps qui défile, c'est horrible. Sur Wheel of Green, on en a parlé tout à l'heure. Donc, mobilisation des festivaliers. Tu dis, OK, les festivaliers viennent déjà écouter les artistes. Ils viennent pour une programmation musicale. On essaye un peu en pirate de les emmener vers la scène pour leur parler d'autres sujets sur la partie think tank. Think tank qui va beaucoup parler de biodiversité cette année. Déjà, bravo, on parle beaucoup de climat, c'est bien de parler de biodiversité. Et puis, je voulais te poser la question aussi des artistes. Je ne doute pas que le festival fait beaucoup de choses. Je crois toucher du doigt la difficulté d'embarquer les festivaliers vers du contenu
au-delà de juste faire la fête et écouter son artiste. Est-ce que, on en a parlé tout à l'heure avec Clémence, est-ce que l'artiste vient aussi chez vous pour l'engagement et est-ce que tu ressens aussi un peu la difficulté de l'artiste de jouer un peu le rôle aussi de porte-voix? Ouais, clairement. On a eu des artistes qui sont venus pour Will of Green. Je pense à Björk en 2018 qui est vraiment venu parce que c'était Will of Green. Après, globalement, on rentre un peu dans les cursus un peu classiques de la programmation de festival. D'autant que c'est compliqué quand on a un festival indépendant, on n'a pas forcément des grands moyens de pression financiers, etc. Néanmoins, on essaye... On veut des noms. On n'aurait pas. Non, mais en fait, tu parlais de trucs un peu pirates. On fait un truc qui est très pirate, qu'on appelle les call to action. Les call to action, c'est des mini-pitch juste avant le concert d'une tête d'affiche sur les grandes scènes. On met un intervenant du think tank, ou pas d'ailleurs, parfois c'est pas des intervenants du think tank, en tous les cas des personnalités engagées, qui ont du coup 3-4 minutes face à 20 000 personnes. Pour parler d'une action, d'un engagement. Enfin voilà, vraiment, c'est un appel à l'engagement qui est très court. Ça se passe bien, tu les envoies pas au casse-pipe? Non, ça se passe toujours très bien. Par contre, ça fait des années qu'on essaye d'impliquer les artistes là-dessus et pour le coup, on tombe vraiment sur des murs qui sont en fait pas les artistes, qui sont toutes les équipes artistiques, qui sont bien avant l'artiste. L'année dernière, on avait un artiste qui était d'accord c'était même écrit dans son contrat, il me semble, pour pouvoir participer à une conférence. Il voulait participer à une conférence et quand j'ai demandé un call to action à ces équipes artistiques juste avant son concert, ils m'ont dit ah non, c'est compliqué. Donc je sais très bien que l'artiste lui-même aurait dit oui. Juste, on passe sur des trucs où ils connaissent pas, ils ont peur, et du coup, on a toujours un peu du mal. Et l'année dernière, et j'espère qu'ils seront là encore cette année, mais on a eu la chance d'accueillir Musique Déclare Emergency dans l'espace artiste, qui était là justement pour pouvoir essayer de faire aussi ce rôle-là. Les pirates. Les pirates, un peu. Alors, on les avait bien briefés, il faut être pirate, mais pas trop, donc n'allez pas toquer aux loges, mais en tous les cas, ils étaient vraiment dans le village artiste pour justement essayer aussi de pouvoir parler aux artistes, mais aussi aux équipes artistique parce qu'en fait je pense que c'est hyper important aussi de pouvoir sensibiliser les équipes qui accompagnent les artistes et pas seulement les artistes. On en parlait aussi tout à l'heure avec Emmanuel, je reposerai je pense la question à Emmanuel, mais finalement on a l'idée du festival, du contenu, de la programmation, mais un festival c'est toute une année, c'est des centaines j'imagine de fournisseurs, de prestataires et finalement lorsque vous progressez ou cherchez à progresser, vous faites évoluer vos cahiers des charges et c'est toute une chaîne d'acteurs dans votre écosystème qui doit aussi avancer et progresser avec vous. Donc d'une certaine façon, vous donnez le là, vous faites progresser aussi des fournisseurs. Oui, on accompagne les fournisseurs, on plante des petites graines même dans le festival. La Marianne, elle est en train dont on parlait tout à l'heure, qui est la responsable RSE, elle a rajouté des contraintes dans les contrats artistes, notamment sur l'énergie, etc. Donc ouais, chaque année, on essaye de rajouter des petites contraintes et ça fait un peu... on essaye en tous les cas à notre échelle de faire évoluer le secteur et de planter des petites graines autour de nous, que ce soit des prestataires, les équipes artistiques, enfin toutes les parties prenantes d'un festival en fait. Emmanuel, combien de fournisseurs pour l'opéra? 2000. 2000. Les petites Dans la graines... liste, c'est pas 2000 en permanence. Mais c'est quand même une grande liste. Référencé 2000. C'est des Je sens venir ta question, est-ce qu'on met des contraintes et des cahiers des charges pour les fournisseurs? Oui. Pas tous, pas systématiquement, mais bien sûr, c'est une discussion capitale à avoir. Mais on n'est pas exemplaire non plus. Si on donne les contraintes, il faut qu'on soit capable aussi de les appliquer à nous-mêmes et on est modeste, mais en même temps actif. En fait, la sincérité, ça compte énormément. Si vous êtes capable de faire des actes, ça se sait, ça se sent, et vous construisez une vraie histoire. Si c'est des mots, ça ne marche pas. Cédric? On pourrait devenir fournisseur, parce que justement, tu parlais de Regenbox tout à l'heure, et j'en profite parce que Alors, Regenbox. 55 secondes. En 55 secondes. En fait, on a retrouvé donc, dans notre grande quête des brevets de la transition écologique pour accélérer aujourd'hui, on a retrouvé des brevets qui permettent de recharger les piles alcalines, celles qui ne sont pas rechargeables. Non, c'est pas rechargeable, une pile alcaline. Oui, c'est une pile à usage unique. Et donc, on peut la recharger grâce à la micropulsion électrique qui a été mise au point par son inventeur en fait, dans les années 50. Les industriels, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas vraiment emparés du sujet. Une petite idée. Et du coup, on a réactualisé le brevet. On en a fait aujourd'hui une start-up qui est présente depuis 2-3 ans à ChangeNow, qui s'appelle Regenbox. Et donc, ça permet de mieux gérer les piles dans le sens où, en fait, dans tous les festivals, lieux de spectacle, on utilise énormément de piles alcalines. Les techniciens sont bien au courant, en fait, les piles rechargeables, c'est pas très fiable, mais c'est aussi parce que c'est moins puissant en termes de voltage. Tout s'explique. Et les piles alcalines, c'est 1 milliard d'unités en France, 33 000 tonnes par année de déchets toxiques.
dont uniquement 50% arrivent dans le bac de collecte. Donc ça veut dire qu'il y a 15 000 tonnes qui passent par année en enfouissement ou en incinération en France. L'Europe, c'est 272 000 tonnes, donc je ne vous parle même pas du monde. Donc c'est aussi un problème de santé publique, de nappe phréatique, de qualité des sols. Et donc nous, on met toute notre énergie aujourd'hui dans cette start-up qui travaille avec des théâtres, qui travaille avec des collectivités, qui travaille avec des entreprises. On installe des bornes aussi dans les entreprises pour les collaborateurs, collaboratrices, et puis aussi pour toutes les piles, des fois, qui sont dans les alarmes, dans les portes automatisées, etc. Il y a vraiment de plus en plus de piles, et partout. Et aussi, c'est un gisement d'économie d'euros, parce que tout ça, en fait, c'est beaucoup d'euros. Une pile, en moyenne, c'est 50 centimes d'euros par pile. Et donc, ça fait énormément d'économies potentielles d'euros et puis d'impact, parce qu'une pile de 25 grammes, c'est 120 grammes de CO2. Donc elle pèse plus lourd dans son poids immatériel de quantité d'énergie qui a été dépensée, d'impact CO2, que le poids de la pile elle-même. Et je ne vous parle pas des impacts en eau et en biodiversité, parce que c'est une catastrophe. Et donc voilà, en fait, on montre qu'on peut aussi avoir des aventures économiques qui sont rentables, qui font gagner de l'argent et qui potentiellement évitent des impacts, parce que tout ça, c'est collectivement qu'on va le payer, la qualité des nappes, et aussi le traitement de ces déchets, en fait, qui sont des déchets toxiques. Merci. Merci à tous les trois. 25 minutes, je sais que ça aurait été frustrant. Je vous rappelle que vous avez beaucoup d'éléments. On a interviewé avec Music for Planet nos trois panélistes sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc allez écouter un petit peu le contenu de chacun si vous voulez en savoir plus. On va rester bien entendu après. Un très très grand merci à tous les trois. Vous l'avez compris, la musique a un rôle comme n'importe quel acteur de diminuer ses impacts environnementaux et de se poser la question. Il n'y a pas que certains grands pétroliers. Tout le monde doit s'y mettre, y compris l'écosystème musical. Mais ce qu'on trouve très très enthousiasmant, c'est que la musique a aussi la possibilité de changer le monde, parce que c'est un porte-voix, c'est un vecteur enthousiasmant, artistique, esthétique, on en parlait Emmanuel, pour parler d'écologie enfin. Merci à tous les trois, merci à tous.